Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour, pharmacien, maire de la ville de Monaco depuis 2003 et élu au conseil communal depuis 1991, est un homme aux multiples facettes, un élu actif qui assure ses rôles avec humanité et dévouement. Bonjour Georges Marsan. Bonjour Geneviève. Georges, juste avant qu'on démarre, on s'est dit, on va commencer par ça, parce que dans quel état d'esprit est-ce que tu es aujourd'hui, alors que depuis déjà quelques semaines, ça date pas d'hier matin, tu es revenu aux affaires, tu es dans ton bureau et tu as repris ta fonction de maire pour laquelle tu avais été empêché pendant quelques semaines. Exactement. En fait, je ne suis pas rentré hier matin. Je suis rentré au mois d'avril. Donc, les empêchements ont été levés. L'instruction continue. Les auditions ne sont pas terminées. Et donc, il y a une nouvelle administration chez nous. Et les élus, ce que j'ai dit au mois d'avril, c'est qu'aujourd'hui, on avait des grands dossiers, des dossiers prioritaires. J'ai dit en 2023, lors des élections, que ça allait être le mandat le plus structurant, avec des grands projets, la bibliothèque, le marché de Condamine, l'espace Léo-Ferré, plein de choses, le jardin exotique. Et donc, tout le monde, sur leur délégation, travaille à 100%. Donc là, j'ai repris les affaires à 100%. Les rênes, quoi. On a repris les rênes. Tout marche bien, tout le monde est motivé. Sur l'instruction continue. J'ai toujours dit que nous étions innocents, élus plus administration. La justice fait son travail. Oui, c'est important. Donc, on n'a jamais violé le secret d'instruction. En revanche, moi, ce que j'ai découvert quand je suis arrivé plus tôt au mois d'avril, où il a fallu recentrer le conseil communal et également notre administration, c'est la façon dont s'est passée cette garde à vue. Alors, les gardes à vue du maire, c'est quelque chose, on le voit, c'est tout à fait normal, parce que la justice doit faire son travail. Donc après, il est inculpé, pas inculpé, puis on verra ce que diront la suite des auditions de l'instruction. En revanche, notre mairie a été perquisitionnée ce jour-là, pendant des heures. Le personnel communal a été extrêmement choqué et il est demeuré pendant des mois et des mois, bon maintenant ça va un petit peu mieux, un malaise profond. Et parce que de toute manière, quand il se passe, alors encore une fois, c'était tout à fait normal que la police judiciaire, les juges d'instruction fassent leur travail, mais en fait ils sont arrivés très tôt le matin, ils ont perquisitionné en fait leurs collègues, parce que les fonctionnaires et les agents de l'État sont vraiment les collègues, on est collègues entre eux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Moi j'ai bien expliqué qu'on ne pouvait pas faire autrement, et bon voilà. Et donc on soutient le personnel, et le personnel aujourd'hui avec notre conseil communal est très motivé pour continuer tous ces projets. Oui, d'ailleurs, on parlait des projets et principalement du marché, puisque c'est celui dont tout le monde parle. La mairie va refaire le marché, tout le monde parle de ça. C'est quoi l'idée ? Parce que finalement, la formule que vous aviez trouvée, c'était sous ton mandat aussi, la formule que vous aviez trouvée de réinstaller le marché comme un endroit où on s'installe, on déjeune, on dîne, on passe du temps, on ne fait pas que ses courses. Oui. C'est une formule qui avait fonctionné. Alors le marché, la première grande restructuration en 1992 avec Anne-Marie Campora, qui a sur ces 3 mandats, je pense qu'Anne-Marie Campora, elle a révolutionné entre guillemets la mairie. Et moi, ce que j'espère, c'est vrai que en 2011-2012, donc on a fait un nouveau concept, avec des espaces. C'est la halle gourmande avec des espaces de convivialité. Et donc moi, ce que j'espère, c'est qu'on se souviendra plus tard des mandatures de la municipalité de Georges Marsan,
par cette transformation qui est vraiment un lieu de vie, qui est le cœur populaire de la principauté. Aujourd'hui, donc ça fait 12 ans, alors c'est quand même un défi. Parce que c'est vrai, les gens sont très contents du marché. Ça tourne le soir, il y a les enfants sur la place, ça bouge tout le temps. Mais aujourd'hui, on doit déjà se réadapter aux normes techniques et sanitaires. Alors, comme tu sais, quand on fait des travaux dans un appartement, d'un an ou l'autre, les normes d'électricité changent, les normes sanitaires changent. Etc. Nous, c'est exactement pareil, puissance électrique. Donc ça, c'est obligatoire. Alors, c'est une grande partie des travaux. Après, ce que l'on veut faire... Ce que tu me dis, c'est que de toute façon, même si ça fonctionne, il fallait le faire. Ah oui, oui. Voilà. Oui, parce que les personnes... Alors, la population est un peu inquiète. Oui. Même les commerçants sont un peu inquiets parce qu'ils nous disent... On a fait cette chose, maintenant on les a rassurés depuis 2-3 jours parce qu'on a beaucoup communiqué. Donc, il fallait le faire. Ce que l'on veut faire, on veut faire coïncider la capacité d'accueil des cabines de la halle avec l'augmentation des espaces de convivialité avec les tables et les chaises. Et donc aujourd'hui, c'est possible. Puisqu'on va enlever les grandes structures centrales, on va les déplacer, sinon ils vont avoir peur. Les grandes structures centrales, pour avoir plus d'espace de convivialité. Aujourd'hui, on est à 120 chaises. À l'intérieur de la halle, on va la doubler. Plus l'extérieur. Et en revanche, les cabines, les espaces de restauration, la halle gourmande travailleront un petit peu différemment. De manière moderne, avec des commandes automatiques, avec une station de lavage commune. On va éviter la queue pour aller chercher. Exactement. Aujourd'hui, on le voit. On a la maison des pâtes. À midi, il y a tous les étudiants, il y a tous les ouvriers, il y a tous les cols blancs. Et il y a une queue. Donc aujourd'hui, demain matin, on aura la même structure avec un autre système et les personnes n'attendront plus. Bon, on a pris un consultant spécialisé dans les halles, comme la halle de Bocuse à Lyon. Aujourd'hui, il y a des systèmes beaucoup plus modernes et donc on aura une qualité au niveau de cette halle qui sera différente. Après, nos commerçants, évidemment, sont les premiers inquiets. Donc, on a trouvé, parce qu'on l'a déjà fait, pour des manifestations, on va installer un barnum sur la place d'Armes, dans lequel on mettra les cabines des commerçants de manière réduite, les maraîchers, un peu des marchés à l'extérieur, et les travaux vont durer 1 an. C'est-à-dire que là, actuellement, on est en train de faire les études. Après, il faudra faire les appels d'offres, etc. Donc, le 1er janvier, normalement, peut-être même avant, 1er janvier 2026, on commence et on finit 1er janvier 2027. 1 an de travaux avec un barnum qui pourrait être démonté, alors c'est important également pour Monaco et pour les commerçants, pour la fan zone. Du Grand Prix. Du Grand Prix, c'est ce que m'a dit le gouvernement. J'ai dit, on y avait pensé quand même. Parce que la place du marché, au-delà d'être la place du marché, le cœur de la ville de Monaco, ça c'est certain, c'est aussi un endroit de rendez-vous pour ceux qui viennent pour les grands événements, parce qu'il y a la fan zone du Grand Prix. Quand on passe sur la place du marché pendant le Grand Prix, on comprend l'importance de l'endroit. Oui, puis la fan zone, c'est vraiment la pièce maîtresse du Grand Prix pour la population. C'est bien d'ailleurs, maintenant il y a les pilotes qui viennent même à la fan zone. Oui, mais ça a beaucoup évolué. Avec Formula One, ça a beaucoup évolué. C'est vrai. Il y a les pilotes qui passent, un petit peu comme dans toutes les fan zones sur les autres Grands Prix. Donc voilà, aujourd'hui on a commencé à parler aux commerçants, parce que leur demander un peu leurs idées, parce que c'est quand même du travail. Et bon, les commerçants sont rassurés. La population, de par la communication, est également rassurée. Il va falloir faire un petit effort pendant 1 an, mais on va pouvoir continuer. Il y aura quand même sous le barnum des espaces de convivialité. On va bricoler, mais tout le monde va rester sur la place. Alors, si je veux aller m'acheter mes tomates au marché, je pourrais.
Mais à l'époque, en 92 et en 2012, en 92 et 2012, on allait chercher les tomates, justement, les chercher à l'Oritarazani. Ouais, en dessous. Ça a été mortel, mortel, ça n'a pas été bon. Donc, tout le monde va être serré, certes, mais va être sur la place. C'est ça. On aura quand même la possibilité d'avoir l'expérience habituelle, même si c'est sous un barnum. C'est-à-dire, si je veux comme tu dis, si je veux aller chercher mes tomates, je ne vais pas changer d'endroit. Ça sera sur la place. Pas du tout. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a les arcades de ce qu'on appelle la galerie Settimo, où il y a également des restaurants, des commerces de bouche. Il y a également, au premier étage du marché, un restaurant. Donc, et eux, alors, ils vont fermer ou pas ? Non, on a prévu de ne pas les faire fermer. Bon, après, ils ont 2 entrées séparées. Peut-être qu'ils seront perturbés par les ascenseurs. Et encore, je ne suis pas sûr. Bon, ça c'est pour le marché. Il y avait un autre grand projet que tout le monde attend, c'est la transformation de l'espace Léo Ferré, qui est quand même devenu, avec les années, un endroit où on se retrouve pour plein de choses. Bon, alors, on vote à l'espace Léo Ferré, mais on ne fait pas que ça. On continuera à voter. Il y a des spectacles associatifs, il y a des grands rendez-vous culturels, il y a des animations, il y a des forums, il y a des journées. Enfin, c'était vraiment devenu un lieu incontournable. Exactement. Alors, aujourd'hui, il n'y aura plus d'espace polyvalent, puisqu'on va on va compléter l'offre culturelle de la Principauté avec une salle de spectacle. Mais on parlait des élections, évidemment, il n'est pas question de ne pas faire les élections à cet endroit-là. Alors, c'est un espace modulable, et l'avantage, quand on faisait des spectacles, il y avait plusieurs spectacles, il y avait des journées de montage et démontage, d'adaptation. Aujourd'hui, vous avez un espace qui fait plus de 2000 mètres carrés. C'est grand, Léo Ferré, c'est grand. Avec une grande scène. Et cet espace peut être modulé si demain matin, quelqu'un veut faire un congrès, veut faire un mariage, ou on veut faire un spectacle, on appuie sur un bouton, ou on veut faire des élections, on appuie sur un bouton, en 10 minutes, la salle change de configuration. Alors qu'avant, il nous fallait, avec notre personnel, plus d'une demi-journée. Normalement, on devrait l'avoir le premier semestre 2025. On commence puisque ça va être une commercialisation différente. Il va y avoir toujours des spectacles organisés évidemment par la mairie, des spectacles privés. Et puis il ne faut pas oublier que le gouvernement, à la même période, ils vont nous donner ce fameux espace de répétition pour les artistes, les musiciens, avec un studio d'enregistrement qui fait quand même 400 mètres carrés. C'est énorme. Et c'est une offre complémentaire à la nouvelle salle. Donc voilà, aujourd'hui, on est en train, avec le conseil, de trouver un nouveau nom. Alors c'est ça ma question, parce que Léo Ferré quand même, pour ceux qui font Monaco, qui vivent Monaco, Léo Ferré c'est un repère dans le paysage. Nous, ce qu'on a demandé au conseil et puis aux communicants de la mairie que vous connaissez, que tu connais, pardon, parce qu'on se tutoie, que tu connais, ce qu'on a demandé, c'est de trouver un nom avec 3 critères. Un critère commercial, un simple exemple, Nicaïa à Nice, puis tu as Paris, ça, un nom commercial, parce que c'est quand même une salle de spectacle, une référence quand même à nos racines, c'est-à-dire au Grimadi. Oui, tu parlais de Nicaïa, c'est une référence à Nice, ça c'est sûr. Exactement, et une référence également à Léo Ferré, qui est notre artiste monégasque. Voilà, donc on va trouver, on a des propositions qui, je ne peux pas les dévoiler, évidemment. Parce que vous avez fait un appel d'offres avec ça. Oui, on a un tour de table, une consultation. Oui, consultation, et c'est très 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 intéressant. Et aujourd'hui, bien évidemment, je demanderai l'avis au gouvernement, à toutes les. Oui, parce que c'est quand même, c'est comme la médiathèque.
Ouais. Quand on dénomme une médiathèque, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que ça soit un consensus. C'est un peu le trait majeur de tout ce que fait la mairie d'ailleurs, hein, qu'on appelle souvent la maison la vie de la cité, etc. C'est que la mairie est un peu au cœur de tous les projecteurs locaux et que donc il faut avoir un certain consensus, j'ai l'impression. Il faut avoir un consensus parce que la mairie, c'est les monégasques et les résidents. Et ça a commencé très tôt, puisque ça a commencé avant 1297. Puisque à l'époque, la population, évidemment, s'était regroupée pour défendre leurs intérêts. Et donc, ils avaient et puis se défendre contre les assaillants, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. C'est pas peu dire qu'on était convoité. On était hyper convoité, mais on a quand même résisté avec la parenthèse de la Révolution pendant plus de 700 ans. Et donc la population parlait à son seigneur, mais il y avait une autorité, une institution communale, et c'était déjà la mairie. Et donc ça a toujours été transversal. Et même je vais plus loin, puisque quand il y a eu la nouvelle constitution de 1911, où la mairie avait beaucoup de... Puis il y avait le Conseil national, il y avait la séparation de l'État, la monarchie constitutionnelle à la place de la monarchie absolue, etc. Mais la mairie avait beaucoup de pouvoir. Par exemple, la mairie, c'est elle qui avait créé la première crèche. Monaco, la première crèche municipale. C'est de là que vous avez gardé que la mairie a gardé la petite enfance, en fait. Après, c'est passé, c'était des établissements publics, mais après, on a récupéré la compétence. Mais c'est très étrange. Et par exemple, on avait également ce qu'on appelle le lycée hôtelier aujourd'hui. On avait fait de l'enseignement professionnel, et comme le suffrain de Raymond, qui est le premier maire élu, était également au Conseil national, parce que je pense que pour être au Conseil national, il fallait être au Conseil municipal à l'époque. Il avait fait passer plein de lois, la loi sur la retraite, etc. Il avait fait des propositions de loi. Donc ça a toujours été un organe, une institution de proximité. De proximité. Hyper proximité. Hyper proximité. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît la proximité par rapport à l'administration. Mais surtout la proximité, depuis 33 ans, c'est la proximité sociale, avec le maintien à domicile. Mais aujourd'hui, c'est même la culture. Souvent, quand des personnes veulent s'installer à Monaco, aujourd'hui, c'est vrai, il y a toujours la sécurité. La sécurité est le plus important, mais qu'est-ce qu'ils demandent ? La proximité administrative, l'éducation et surtout la culture. Et aujourd'hui, nous, la mairie, en petit complément avec le gouvernement, c'est la culture pour tous. C'est notre académie, c'est les établissements supérieurs, c'est notre école supérieure, c'est la médiathèque. C'est la médiathèque. La médiathèque, c'est une médiathèque communale, mais elle rend totalement nationale, puisque le territoire de l'État est confondu avec celui de la commune. C'est la commune, Il y a aussi l'école supérieure d'art plastique. Ça, c'est les ZAP. On ne sait pas suffisamment que c'est une compétence de la mairie. On a l'impression qu'elle est englobée dans le système éducatif monégasque. En fait, c'est une particularité. C'est vraiment une école supérieure qui délivre des licences, master, d'NSEP. Alors, il y a beaucoup moins d'étudiants qu'à l'académie où on a 1000 personnes, on a 70 étudiants, on a beaucoup de professeurs, mais elle en rend, alors évidemment, elle fait partie du cercle franco-monégasque, mais c'est vraiment une école supérieure. Ce qui ne l'était pas autrefois. Moi, je crois que ça a été ma première prise, entre guillemets, où on a transformé cette école municipale en école supérieure d'art plastique. C'était il y a une vingtaine d'années. C'était en début de mandat. Tu fais bien de dire c'était il y a une vingtaine d'années, parce que, en fait, si on fait le calcul, je disais tout à l'heure que tu es élu depuis 91, 1900 évidemment, hein, bon, t'es élu depuis quand même, t'es élu depuis 91. Oui, c'est mon 9e mandat en tant qu'élu. 9e mandat en tant qu'élu, maire, alors j'ai regardé 2003, maire depuis 2003, donc ça fait... Est-ce que 6e mandat, la première question que je me pose, et que je pense qu'on est nombreux à se poser, c'est est-ce que chez les Marsans, la mairie, c'est une tradition ? Alors, moi, mon grand-père paternel,
c'est celui, bon, on le sait puisqu'on a fait une réception à la mairie avec le prince, le gouvernement, ouais. Et il a participé avec Suffren Raymond à l'octroi de la nouvelle constitution, ouais. Et il a été maire de quartier. Puisqu'à l'époque, il y avait 3 communes. Puis lui est mort. Alors Suffren Raymond est devenu maire en 1920 ou 1919, et lui est mort en 1919. Ah ouais. Donc nous, dans la famille, on a toujours été. Alors mon père, moins. Mais en revanche, quand il y a eu les mouvements de 1958 où le prince Régnier a suspendu la Constitution et donc la mairie, le Conseil national, mon père était donc à la mairie avec, je pense, il y avait Max Brousse, il y avait Louis Aurélia, ouais. Qui étaient dans la délégation spéciale à la mairie. La délégation spéciale, c'était comme un triumvirat, enfin un groupe de personnalités qui géraient les affaires, en fait. Oui, enfin, qui géraient les affaires. Alors, ils n'avaient pas le droit de prendre des décisions fortes. Par exemple, ouais. Demain matin, une délégation spéciale, elle ne peut pas vendre notre immeuble du foyer Seine-des-Vôtres. Ouais, c'est ça. Possible. Mais il faisait les affaires courantes. Mais on parlait de Louis Aurélia qui est moi je dis c'est le père de la Constitution. C'est ça. C'est le père de la Constitution qui était au Conseil national jusqu'en 58. Après il est venu donc à la mairie, ouais. Mais lui a fait donc le prince Régnier à l'époque. Il a pris des personnes qui travaillaient à la mairie, au Conseil national ou au gouvernement. Pour passer ce mauvais passage. Pour traverser ce mauvais passage. Traverser tout ça, ouais. Et pour aboutir à cette nouvelle constitution. Et toi je comprends que tu as quand même baigné dans cette ambiance, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit la maison de la cité, c'est là où je veux être? Il y a eu un déclic ou pas? On parlait de... Peut-être il y a de la génétique. Il y a de la génétique. Ça, hein. Et alors mon père qui était pharmacien, moi je travaillais avec lui, hein, je travaillais jusqu'à ce qu'il décède en 1989. Parce qu'on n'a pas encore parlé de la pharmacie, mais ça aussi c'est un pilier de genre. En tant que pharmacien, mais souvent mon père me parlait de politique, parce que la famille Marsan à Monaco, la famille San Giorgio, les grandes familles monégasques étaient complètement, Solamito, était complètement intégré avec le prince Régnier, évidemment, dans la vie du pays. Donc mon père me parlait beaucoup de politique. Il me parlait également de son père, parce qu'à l'époque, la politique se faisait à la maison, où on devait ne pas parler monégasque, on devait parler français dans la rue. Donc lui, il parlait monégasque. Donc il parlait de ça. Et puis, j'étais avec Anne-Marie Campora, j'étais au Conseil de l'Ordre. Moi, j'étais président des officinaux et c'était ma présidente. C'était ma présidente. Anne-Marie était pharmacienne aussi. Et pharmacienne aussi. Donc voilà. Et puis un jour, Anne-Marie me dit, elle était à la mairie, elle était première adjointe, etc. Elle m'a dit, moi je vais faire une liste en 91. Est-ce que ça t'intéresse? On travaille tout bien ensemble au Conseil de l'Ordre. C'est quand même c'est une petite communauté. Il n'y a pas les mêmes problèmes, grâce à Dieu. Et donc, moi, alors mon père était déjà décédé, mais mon père m'avait dit ça serait bien que tu ailles à la mairie, tu connais bien Anne-Marie, c'est quelqu'un de très sérieux, très encadré. Tu t'entendais bien avec Anne-Marie? Très, très bien, oui. C'est mon mentor. Ton mentor? Oui. Après, tu la connais, ta famille la connaît. C'est une personne avec beaucoup d'autorité, mais très juste. Très juste. Et ce que j'ai appris d'elle, donc, elle m'a donné quelques principes. Quand elle est partie en 2003, elle avait décidé de partir. Elle a pris la décision de ne pas se représenter. Exactement. Alors, moi, je pense que Anne-Marie, elle est arrivée en 1983, je crois. 83, elle avait fait 20 ans de mairie.
Et 12 ans de mairie qui avait été, parce qu'encore une fois, elle a révolutionné la mairie sur le plan social, parce que c'était elle qui avait créé la téléalarme, les repas à domicile. On avait récupéré les crèches, commencé à récupérer les crèches. Donc tout le système social de la mairie avait été transformé, et même le fonctionnement, les process de la mairie avaient été transformés, les services informatiques, toutes les choses que les gens ne voient pas. Voilà. Et donc elle a décidé de partir en commun accord, et puis donc j'étais son premier adjoint, et donc j'ai pris puisque le premier adjoint qui était mon ami intime avec Anne-Marie Cambora est décédé avant, j'avais pris de Pierre Orecchia, donc j'ai pris la place j'ai succédé plutôt à Pierre Orecchia, et puis Anne-Marie, donc j'ai suivi Anne-Marie, parce que nous on fonctionnait vraiment comme maintenant en pyramide. Et oui, parce que on parlait tout à l'heure du nombre de mandats, etc. Et tu m'as avoué, juste avant qu'on commence, tu m'as dit, tu sais Geneviève, je vais m'arrêter. Oui, alors ça c'est quelque chose, évidemment, je n'ai pas dit... oui, tu vas pas je l'avais dit avant mon empêchement. Oui, moi tu me l'avais déjà dit. Oui, je suis très honnête, tu me l'avais déjà dit. J'avais dit, évidemment, au plus placé, au prince, parce que c'est quand même important. C'est le premier qui doit le savoir. savoir. Je n'ai pas demandé son avis. Non, mais il avait dit c'est tout à fait normal. Au gouvernement de l'époque, au Conseil national de l'époque, et également à mes proches, les politiques, et évidemment en mairie. Et à mon personnel. Mon personnel, c'est très bien, etc. Donc, c'est ton dernier mandat. C'est mon dernier mandat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis revenu aux affaires il y a quelques mois, au mois d'avril. Moi, ce que j'ai dit, c'est le projet le plus structurant. On a des grandes choses à faire, le jardin exotique, etc. Donc, tout le monde est sur le front. Moi, je travaille peut-être plus qu'avant, parce que je veux à tout prix parce que tu sais qu'il faut terminer. Oui, non, je veux terminer tout ça, mais ça sera terminé en temps et en heure, parce que là, aujourd'hui, c'est 2025-2026. Le marché en 2027, alors le marché, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est l'adjoint délégué, c'est Marjorie Crovetto. Marjorie Crovetto qui est ton premier adjoint. Non, qui est mon deuxième adjoint. Mon premier adjoint, c'est Camille Zvara. Mais Marjorie Crovetto, c'est elle qui, entre guillemets, puisque est propriétaire de la liste pour l'évolution communale. Il y a d'autres personnes dedans avec moi, et donc l'ancien propriétaire c'était Anne-Marie Campora et Georges Marsan. Alors quand je suis parti avec ma liste, et j'ai présenté, j'ai monté une liste, la liste pour l'évolution communale. Ce que fera donc Marjorie, elle montera une liste de l'évolution communale. Alors Anne-Marie Campora à l'époque m'avait laissé, quoi qu'on en dise, les mains libres, puisque j'ai monté ma liste, j'ai choisi mes gens. Elle avait fait des commentaires. Donc j'espère que Marjorie acceptera mes commentaires. Marjorie, si tu nous écoutes. Voilà. Marjorie acceptera mes commentaires. Mais, Marjorie, elle est très motivée. Là, maintenant, on travaille sur tous les dossiers, surtout sur notre administration, sur les process. C'est quand même très, très important. C'est très important. Très important. Là, récemment, tu as changé, c'est un point significatif, tu as souhaité changer de secrétaire général. Oui, en fait, c'est un transfert. Alors, puisque c'est le secrétaire général, c'est vrai, c'est le plus haut poste de la mairie, mais nous on fait souvent des transferts avec le gouvernement passé, de part et d'autre. Donc aujourd'hui l'ancien secrétaire général qui a travaillé à d'autres fonctions, qui a travaillé pendant cette période hyper difficile. Et qui a bien travaillé avec nos adjoints. Donc aujourd'hui il a d'autres fonctions. Moi je suis très heureux pour lui parce qu'il a quand même des hautes fonctions. Et donc Isabelle Costa, qui travaillait au palais et surtout au gouvernement. Elle était au cabinet princier. Et ensuite, elle était au commissaire pour les affaires européennes. Exactement. Donc c'est au poste gouvernemental. Et donc moi, je suis très content parce que c'est quelqu'un. D'abord, je vais dire, moi j'aime bien en tant que secrétaire général. C'est vrai que les femmes, ils ont une autre culture, parce que ce que j'ai dit à Isabelle quand elle est arrivée,
la machine, elle tourne. Alors, on a eu des problèmes sur la machine, elle tourne. On a des gros projets. Le personnel... Le personnel, c'est combien? C'est 800 personnes. On a 21 services. On a 800 personnes, on a encore créé un service juridique. La machine, elle tourne. Peut-être il faut améliorer, comme dans toutes les grandes machines administratives, nos process. Ça, on le fait en permanence. Mais il y a 800 personnes, 21 chefs de service. Aujourd'hui, tous les chefs de service, depuis ces histoires, moi évidemment je les ai soutenus, etc., ils sont avec la mairie pour faire passer les projets, ils sont motivés, ils ont des gros projets aussi, parce qu'il n'y a pas que les élus et le secrétaire général. Donc je dis ça, attention, il y a quand même 800 personnes. 800 personnes, c'est la taille d'un grand département, c'est-à-dire éducation nationale. Ah oui, c'est 800 personnes. C'est énorme. C'est 800 énorme. personnes, c'est pour le maire et son secrétaire général. 800 personnes, ça représente beaucoup de temps, Comment on fait pour mobiliser tous ces gens-là? Alors, il suffit de connaître la fiche de poste du secrétaire général pour comprendre, parce que à la base, le secrétaire général, c'est le directeur du personnel. Donc ça représente 30% du travail. Et donc, il doit faire passer les projets votés par le conseil communal et les faire appliquer avec toute la surveillance. Maintenant, tu sais, il y a les appels d'offres, il y a toute la légalité. Le faire appliquer, en fait, il doit faire transformer l'essai. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai dit à Isabelle Costa, c'est que le jardin exotique, qui a été une catastrophe, mais on arrive au bout. Donc, on est arrivé. Il est fermé depuis longtemps. Depuis 4 ans. C'est l'arrivée de Pierre Dartout. Ça a été son premier dossier. Bon, le gouvernement nous a beaucoup aidés, parce qu'on a eu 17 millions de travaux, imagine. Donc le gouvernement a pris la main, mais maintenant on va réouvrir dans quelques mois. Il y avait des enjeux de sécurité au sein du jardin. C'est pour ça qu'on a fermé. En fait, il y avait des faux rochers qui dataient depuis 1933 ou 1930. Qui était une prouesse à l'époque. Mais techniquement, c'est incroyable. On se demande comment ça a tenu 80 ans avec de la ferraille. Donc, qui commençait à s'enlever, et puis les rochers s'écroulaient, les passerelles n'étaient plus conformes, donc le ministre d'État et la mairie a décidé de fermer le jardin, déjà pour empêcher les rochers de tomber sur l'avenue Pasteur. Ça commençait à aller. Il y avait un danger. Parce qu'il y a des gens qui vivent en dessous. Le jardin exotique, on oublie, il est sur une paroi, et il est à l'aplomb d'une rue de plusieurs immeubles. Enfin, il y a... Et donc, c'était mais après, on en a profité, on a refait les passerelles. Il y a un paysagiste qui est intervenu. On a refait, ça va être magnifique, vraiment. Et puis, il faut savoir qu'il y a plus de 1000 espèces, et des espèces que l'on voit qu'à Monaco. Il paraît qu'il y a des espèces endémiques. Avec des cactus de 10 mètres de haut, 12 mètres de haut. Et donc aujourd'hui, on va voir une belle pièce. Donc ça, le jardin exotique, c'est important. La médiathèque également, parce que la médiathèque, ça a été reporté en 2013. C'est vrai. On a pris 10 ans, 11 ans. La médiathèque, l'espace ferré qui va avec la médiathèque, puisque c'est le même endroit. Tout sera au même endroit. Et tout va être en même temps. Plus des crèches. Donc on a beaucoup de projets dans tous les domaines. On ne s'ennuie pas. J'allais dire, on ne s'ennuie jamais, parce que ce qu'on oublie trop et dont on parle rarement avec toi, c'est que la mairie a joué un rôle essentiel pendant la crise du Covid. Oui, alors c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, après on ne va plus en parler parce que maintenant c'est tout arrangé, du malaise de mon personnel avec cette perquisition à la mairie. Parce que tout le monde m'a dit, quand je suis revenu, mais attendez, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on a fait nous ? Espace ferré, centre Covid, la distribution des repas avec l'aide du lycée hôtelier chez tous les résidents qui le demandaient, mais quelle que soit leur catégorie sociale. Parce qu'on distribuait des repas même dans les hôtels, imagine. Tout ça, toute la politique de proximité qui a pu continuer grâce à la mairie, à la mobilisation grâce à la mobilisation des services qui n'ont pas regardé les heures, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on était également obligé de faire du télétravail, mais tout a fonctionné, Et donc voilà, bon, c'est mon administration avec ses fonctionnaires et ses agents, ils se sont dit peut-être les choses auraient pu être faites autrement, et avec le même résultat. Bien sûr. Voilà. C'est sûr. Est-ce que le fait d'être pharmacien
justement, on parlait de cette crise du Covid et de la mobilisation de tes personnels et des services de la mairie pendant la crise. Est-ce que le fait d'être pharmacien, toi, de formation, de fonction, de quotidien, parce que tu es un pharmacien dans son officine, hein, c'est-à-dire que tous ceux qui vont à la pharmacie Marsan te voient. Ah oui, c'est pas que elle porte ton nom, mais tu y es. Ah oui, non, je travaille. Voilà, t'es un pharmacien, quoi. Ce matin, c'est la réunion courrier. La réunion courrier à la mairie, c'est très important le vendredi. C'est là où on voit tous les dossiers. Et ce matin, j'ai envoyé un message à mon secrétaire général parce que j'étais de garde de nuit et j'étais réveillé pour un enfant malade à 4h du matin. Donc j'étais un peu fatigué. Mais moi, je suis vraiment présent à la pharmacie. Mais c'est ça, t'es un pharmacien. Je suis tout le temps là. Je suis là le week-end pour le public avec mon confrère qui est en face. Donc on donne un service à la population. Et c'est vrai que pendant le Covid, les pharmacies à Monaco ont joué leur rôle social et de proximité et sanitaire puisqu'on faisait tous les tests. On était ouvert bientôt 24 heures sur 24. Et c'est vrai, la pharmacie, c'est vraiment le commerce de proximité. Par définition. Donc, ça rappelle, avec les boulangers, etc., les bureaux de tabac, et ça rappelle évidemment notre administration. C'est ça. Qui est beaucoup plus large. C'est qu'en fait, pour toi, c'est une passerelle presque naturelle, parce que la proximité que tu as dans ton métier, c'est la proximité que tu as en tant qu'élu. Oui, et puis souvent, alors ça m'a toujours étonné, parce que je suis là depuis 1991, il y a très peu de personnes qui venaient directement à la pharmacie pour leur parler de leurs problèmes ou sociaux, ou d'administration, ou de commerce. Très très peu. Ça m'a toujours étonné. Les gens sont très respectueux, ils respectent la règle quand ils viennent à la pharmacie, et après ils prennent rendez-vous chez moi, ou ils prennent rendez-vous pour boire un café. Moi je vais boire pour parler d'autre chose. Mais ils viennent à la pharmacie pour voir le pharmacien, c'est ça que tu dis? Ah oui. Exactement. Ça, parce que. Et pendant mon empêchement, j'ai pu continuer à travailler en tant que pharmacien. J'ai fait de la garde de nuit, pareil, après Noël, je crois. Après, j'ai fait une garde de nuit. J'ai pu continuer à travailler avec moins de contact, évidemment, avec la clientèle, mais je faisais mes ordonnances en backstage et mes piluliers. Je faisais mes piluliers pour la maison de retraite en backstage. Je continuais à travailler. Ça a dû être... le fait d'être un commerçant comme ça et d'avoir une activité, parce que finalement, on est pharmacien tout le temps. Tu disais, je suis là le week-end, on ne s'arrête jamais, quoi. Le fait d'être commerçant comme ça, est-ce que ça t'a aidé? Parce que tu parlais de cet empêchement et de cette période d'empêchement où tu as continué à travailler. Est-ce que ça t'a aidé psychologiquement, personnellement? Oui, parce que en fait, je pouvais rester. Alors, c'est un peu paradoxal parce que je pouvais être à la maison. Moi, je suis comme un pharmacien dans les campagnes. C'est-à-dire, j'habite au-dessus de ma pharmacie. T'as un escalier intérieur ou pas? Non, j'ai aussi un appartement au-dessus de la pharmacie, mais moi, mon appartement, il est contigu. Il est contigu. Et donc, je suis un peu comme ça, mais c'est sûr que ça m'a aidé. C'est évident, parce que à l'époque, je pouvais recevoir mes amis, sauf les empêcher, à la maison, tranquillement, mais j'avais le droit d'aller voir uniquement ma mère qui est malade à la maison. C'est pour ça que je te dis, la justice, les juges d'instruction, ils ont quand même la tête bien faite. Oui, bien sûr. Mais ça a été, ils ont vu quand même. Ils ont vu la réalité. La réalité, et après, une fois les auditions terminées, ils ont levé certains empêchements et j'ai pu continuer à travailler. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que si j'avais eu mon métier. Ça aurait pu être difficile, j'aurais dû, je sais pas. Non, ça aurait, puis psychologiquement. Puis moi, j'ai toujours travaillé. C'est ça. J'ai toujours travaillé. Donc, c'est ce qu'on dit, hein. Georges, il est toujours là. Non, je travaille à la pharmacie, à la mairie, je suis toujours là, je travaille le week-end, après je prends des vacances comme tout le monde, où j'étais contraint. Mais moi, mon père et mon grand-père, on a toujours eu dans la famille, même de l'autre côté, de mes enfants, la culture du travail. Quels que soient les moyens que l'on peut avoir. Il faut travailler, c'est une participation à la société. À la société, à la vie sociale. Oui, c'est sûr. On a toujours été éduqués comme ça.
Tu as été éduqué Et comme mes ça? enfants, je les ai éduqués comme ça. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu es un papa difficile, exigeant? Je suis un papa gâteau comme tout le monde. Non, mais encore une fois, il y a des règles fortes que mes familles ont appris aux enfants, qui aujourd'hui, apparemment, ça marche, elles sont respectées. Moi, mes enfants travaillent, ils ont étudié, ils travaillent. Ils sont actifs. Ils sont très actifs. Ils sont impliqués. Oui, ils sont actifs, ils adorent Monaco. Ils vivent aussi. à Monaco tous? Alors, oui, les trois vont vivre. Un fait des études d'architecture, il va arriver à Monaco bientôt. Mais ils sont vraiment très, très monégasques. Très monégasques. Parce qu'on dit toujours, ce qui se dit en ville, c'est Georges, de toute façon, il est très accessible, il est très monégasque. Est-ce que ça aussi, tu leur as transmis? Oui. Cette espèce de capacité à reconnaître, tu reconnais les gens, tu leur parles, voilà, c'est... Alors quelquefois, tout le monde dit, même à la mairie, je suis un peu dans la lune, c'est vrai, parce que... Alors maintenant, je vais moins sur le marché, je vais pas du tout même, je vais sous les arcades, mais souvent les gens... Alors moi, je dis bonjour à tout le monde, parce que même quand je suis à Paris, il y a des gens qui me regardent, je leur dis bonjour. C'est des formations. Parce que c'est la formation, ça. Des formations. Mais quelquefois, je suis un peu dans la lune, même ici, je suis un peu dans la mairie, je suis un peu dans la lune, et je passe comme ça, alors les gens disent oh là là, il m'a pas dit bonjour. Bon, il faut qu'ils sachent que c'est vraiment de. C'est ton caractère. C'est mon caractère. Je suis un peu dans la lune. On disait que tu étais un papa exigeant qui avait des règles, tu es un papa gâteau qui met des règles. Est-ce que tu es un patron? Parce qu'à la mairie, on a un patron, on a un chef. Est-ce que tu es un chef exigeant? Alors, exigeant, il faut que les règles soient appliquées. Je m'énerve peu. Je crois que ça m'est arrivé une fois. Une fois? Oui, énervé. Après, quand je m'énerve avec quelqu'un, heureusement, la mairie nous a, tu sais qu'on est propriétaire de la chapelle de la Miséricorde. Oui, c'est vrai. Je vais en face, et, parce qu'il y avait, Dieu et son âme, Monseigneur Barcy, qui me disait toujours, dans la vie, il faut pardonner, mais ne jamais oublier. Et moi, j'applique cette règle. On pardonne, pas oublier, et après, on se recadre. Et c'est certain qu'il faut être exigeant pour que le travail se fasse, parce qu'on a besoin quand même de... C'est la même chose dans une pharmacie ou un commerce. Ouais. On a besoin, bon là, il y a 800 personnes, moi j'en ai 5. On a besoin d'un patron, d'abord qui vous respecte. Il faudrait toujours, ça c'est la première chose, respecter les employés, il faut qu'ils fassent leur travail, et puis de temps en temps, il faut recadrer. Et moi aujourd'hui, alors, je n'ai pas le caractère d'Anne-Marie Campoura que tu connaissais, mais qui était... qui appliquait également ce principe du pardon, du pardon, ne pas oublier. Mais j'ai un caractère beaucoup moins autoritaire. Mais le tout, c'est que ça se fasse. Il faut que les gens se respectent mutuellement. Et moi, je suis très content de... Alors, je suis très content de mes 5 employés à la pharmacie, mais très content de mes 800. Est-ce que tu parlais de tous ces enjeux et de ce mandat très structurant qui est en cours? Est-ce qu'il y a un dossier ou une priorité particulière que tu as dans ton cœur? C'est-à-dire une affaire, enfin un dossier que tu préfères ou pas? Malheureusement, je vais encore dire la même chose. Moi, c'est le dossier du marché. Ah ouais. Oui, j'aimerais bien, normalement, alors je fais confiance entièrement parce que le service du commerce, c'est entièrement mobilisé, les services techniques entièrement mobilisés, les services juridiques, les services financiers, parce on a thésaurisé depuis 3 ans. Parce que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est 7-8 millions d'euros. On a un fonds financier de 3 ou 4. Donc, on a fait grandir pour ça. L'autonomie budgétaire de la mairie, ça doit aider quand même. Parce que tu peux organiser, tu peux prévoir de la manière dont tu choisis. Oui, mais sur les grands investissements, par exemple, ça a été pour le marché de la condamine. 92, c'est l'État qui a payé. 2012, avec le gouvernement de Michel Roger, qui devait payer, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, on s'est un peu frité avec le gouvernement, parce qu'avec le conseiller pour les finances, il nous avait dit c'est la crise financière, on ne paye rien, et donc le gouvernement nous avait aidé en partie. Vraiment, ils avaient pris 80%, et nous, on avait mis, c'était beaucoup d'argent. Là, aujourd'hui, on peut
le faire, sauf qu'il y a des dérapages techniques. Aujourd'hui, on a thésaurier pour ça, donc on ne demande rien au gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement m'avait dit à l'époque, de toute manière, on ne te donnera rien. Oh ben, au moins, c'était clair. Voilà. C'était clair. Tu dis on ne demande rien au gouvernement, est-ce que c'est... Parce que c'est le job du gouvernement. On a parlé tout à l'heure du jardin exotique, 17 millions. Vous ne pouvez pas le faire, donc le gouvernement a pris la main. Projet national, puisque c'est le patrimoine. La médiathèque, c'est pareil. Espace les Ferreux, c'est pareil. La maison de répétition, c'est pareil. C'est tout le gouvernement qui nous donne le local à la couleur de la poignée et à nous d'augmenter le personnel. Donc il faut tenir compte, même si on a l'autonomie budgétaire, puisqu'on va avoir plus de personnel pour faire fonctionner ces structures, mais l'investissement, normalement, on fait peu d'investissements acceptés dans les locaux de la mairie. Et là, cette fois-ci, on va investir pour le bien public au niveau du marché. Est-ce que pour toi c'est important cette réforme qui a conféré une plus grande autonomie à la mairie? Est-ce que c'était une réforme importante? Mais ça, pour moi, ça a révolutionné la mairie. Parce que moi, c'est la loi de 2006 où on a eu l'autonomie administrative. Alors, dans la foulée du Conseil de l'Europe, c'est la foulée du Conseil de l'Europe. C'était entre guillemets, une des conditions pour entrer dans le Conseil de l'Europe, c'est réformer donc la mairie et puis la session nationale, le Conseil national. Et puis l'autonomie budgétaire, où aujourd'hui c'est un petit peu, c'est automatique. On a 92 millions de budget et automatiquement la dotation qui est de l'ordre de 80%, c'est automatique. Le gouvernement le verse. C'est sûr qu'on est bien. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à optimiser tous nos services, notre académie, tout ça. On arrive à le faire parce que on peut, certes, quand on prend du personnel, maintenant le gouvernement, comme la médiathèque, vous vous débrouillez. Le gouvernement n'intervient pas. Il était intervenu, par exemple, pour une crèche à l'époque, il y a une dizaine d'années, où il avait dit l'équilibre budgétaire de la mairie, il est pas bon, donc on va vous payer en plus les frais de fonctionnement. Mais les dernières crèches qu'on a eues, rien. Parce que on fait attention, hein. On fait attention, mais de toute manière, on est à la commission supérieure des comptes qui vérifie tout. Si la mairie fait de mauvais investissements, il y a toujours des remarques. Donc, aujourd'hui, ça nous a vraiment changé la vie. Jusqu'ici, tout va bien. Je ne vais pas me plaindre. Non, je serais malhonnête, honnêtement. Parce que la mairie s'est transformée sur subvention, avec l'ancien système sous Anne-Marie Campora. Et nous, on a eu plus de moyens, plus d'autonomie pour le transformer. Vous l'avez développé sous autonomie, oui. Et puis, il est vrai qu'il faut rendre à César ce qu'il y a à César, c'est que pour les grands projets nationaux comme la médiathèque, le jardin exotique, l'espace Léo Ferré, les nouvelles crèches, qui sont quand même de l'attractivité de Monaco, le gouvernement est toujours derrière nous. Oui, c'est vrai. Bon. Et justement, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? Alors, au maire, aux pharmaciens, au papa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois qui viennent? Alors, mois qui viennent, bon, d'abord, excuse-moi de revenir là-dessus. J'espère que aujourd'hui, il y a eu des mouvements au service judiciaire. J'espère qu'ils vont reprendre la main. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les auditions de mes services et du maire, des élus, soient terminées. Dès que ça sera terminé, ça c'est la première chose que je souhaite. Après, on sera un peu plus... Parce que c'est jamais bon de continuer en procédure. Donc moi j'espère que dans les mois qui viennent, ça devait être un peu plus tôt. Après maintenant il y a eu les vacances... oui, les vacances judiciaires. Il y a la rentrée judiciaire. Ouais. Donc j'espère que l'instruction va enfin se terminer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous, les services, le personnel, le conseil communal, on est à fond. Jusqu'en 2027. Oh, j'adore, on est à fond. Jusqu'en 2027. Et après, en 2027, comme je l'ai indiqué, je partirai tranquillement. Je lèverai également un peu le pied sur la pharmacie. Je suis en train d'employer j'ai 2 ans et demi, pour être un peu plus tranquille.
pour profiter de mes petits-enfants. Ça, c'est la deuxième chose. Et d'Antoinette. Et d'Antoinette, bien sûr. Bah oui, tant qu'à toujours faire. là, toujours là. Toujours là. Toujours là. Et donc, ça va bien se passer parce que, comme je l'ai indiqué il y a quelques mois avant toutes ces histoires, j'ai 67 ans, après je commence à souffler. Te dire, 67 ans. Hein. Et puis je veux continuer à faire de la moto, un peu plus tranquillement. Ouais. Elle a quel âge ta Harley d'ailleurs? Là, celle avec laquelle tu roules, là, elle a 6 mois. Ah oui. Non, moi j'ai eu la première Harley en 94. Et après j'ai d'autres motos, mais j'ai toujours roulé en Harley depuis 30 ans. Plus de 30 ans. Ça. Toujours. On la voit parfois garée devant la pharmacie. Elle est là, devant la mairie. Là. Elle est devant la mairie aujourd'hui, oui. Ouais. Et ben, merci Georges, merci d'avoir trouvé un moment pour nous. C'était vraiment très sympa. Et puis plein de bonnes choses, à bientôt. Merci Geneviève.